Voilà, excusez-moi, un petit problème technique. Bonjour à tous, pour ceux qui sont déjà connectés, on va attendre quelques minutes encore pour que tout le monde ait pu nous rejoindre. Bon, voilà, je pense qu'on va commencer. C'est vrai que comme il y a une inscription sur Livestorm préalable pour pouvoir rejoindre le webinaire, on attend, on voit les personnes qui nous rejoignent successivement. Ça prend un petit délai supplémentaire. Bon, pour ceux qui sont là, donc bonjour à tous. Alors, je ne suis pas Will Kitson, je suis Florence Tullard, je travaille à la communication interne de Sopra Banking sous la direction de Virginie Legoupil et Yann Metz-Pasquier. Et donc, en cette période un petit peu particulière, on est très heureux de pouvoir organiser ce premier webinaire, Jump into Street Art. Alors, maintenant, depuis quelque temps, comme vous le savez, le street art fait partie intégrante de l'ADN de Sopra Banking Software. Pourquoi le street art? D'une certaine manière, le street art et le digital se ressemblent. Ils brisent les règles, ils défient les idéologies, et c'est ce que nous aimons faire aussi chez Sopra Banking pour trouver la meilleure solution pour nos clients. Mais le digital et le street art, c'est aussi des caractéristiques très communes. C'est accessible à tous, partout, dans la rue, dans le monde entier. Et ça favorise également la diversité. La diversité, chez Sopra Banking, c'est une des valeurs clés. Notre mission, c'est de contribuer au monde financier de demain et de le rendre plus inclusif, de le rendre accessible à tous, partout et à tout moment. Voilà. Le street art, c'est aussi un différenciant pour nous par rapport à nos concurrents traditionnels. Mais notre premier objectif, en fait, dans ce pas dans le street art, c'est aussi pour encourager nos équipes, vous, nos clients, nos partenaires, à découvrir une nouvelle vision et de nouveaux modes de pensée pour être inspirés sur l'avenir. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser être inspirés par l'intervention de Jérôme Buisson. Son intervention portera sur la starification des street artistes. Alors, pour certains en tout cas d'entre vous, vous connaissez déjà Jérôme Buisson, puisqu'il a animé des street art lunch qu'on a pu organiser sur quelques-uns de nos sites. Donc, Jérôme est historien de l'art, conférencier, professeur à l'université de Paris 1. Jérôme, c'est à vous. Petite précision, excusez-moi, juste avant, vous pourrez poser vos questions à Jérôme pendant son intervention dans la fenêtre qui est à droite de votre écran. Il y répondra donc à la fin de sa présentation. Cette fois-ci, je m'éclipse. Jérôme, c'est à vous. Bien, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez.
J'espère que tout fonctionne. Je vais juste installer mon fichier. Voilà. Et je vais effectivement dans le prolongement de ces premières interventions qui ont eu lieu sur plusieurs sites il y a quelque temps maintenant, où j'avais essayé de vous faire comprendre, en tout cas si vous avez eu la possibilité d'y assister, j'avais essayé de vous faire comprendre la portée disruptive en fait du street art, de cette évolution culturelle qui marque véritablement la période. Et ben on va prolonger aujourd'hui cette immersion dans le street art en se concentrant sur une évolution qui lui est propre cette fois-ci, et qui va nous permettre d'envisager comment un certain nombre d'acteurs du street art sont devenus des acteurs essentiels, incontournables aujourd'hui sur la scène culturelle, et comment au sein de l'évolution du street art lui-même s'amorce de manière sous-jacente une espèce de glissement qui nous amène de la rue, c'est-à-dire l'espace originel qui est celui du street art, vers le musée, vers l'institution, vers une reconnaissance officielle du street art en tant qu'expression artistique. Alors, cette starification, je vous le dis tout de suite, cette starification des street artistes, elle est liée à un ensemble de facteurs. Dans un premier temps, et j'insisterai là-dessus, elle est liée à la sanctuarisation d'un certain nombre de sites, à la spécialisation d'un certain nombre de sites, notamment la création depuis quelques années d'un certain nombre d'instances muséales qui sont entièrement dédiées au street art. La starification des street artistes, elle passe aussi par leur propre utilisation de tous les moyens de communication qu'ils ont aujourd'hui à leur disposition. J'insisterai notamment, bien évidemment, sur l'exploitation de tous les médias liés à Internet et les réseaux sociaux. Et puis cette starification, cette reconnaissance par l'institution des street artistes, elle est liée dans un troisième temps aussi à l'émergence d'un marché, à l'émergence d'un certain nombre d'acteurs, que ce soit les maisons de vente qui se consacrent, qui s'intéressent de plus en plus aux street artistes et à leur travail, un certain nombre de galeries, bien évidemment, qui les soutiennent, émergence aussi d'un certain nombre de collectionneurs qui rassemblent autour d'eux un certain nombre de pièces. Donc, émergence d'un marché un peu spécifique, alors qu'on ne peut pas encore comparer, bien évidemment, en termes de dynamisme à celui de l'art contemporain, mais qui évolue de manière tout à fait intéressante ces dernières années. Alors, je ne sais pas si l'ensemble d'entre vous avez eu la possibilité d'assister effectivement à cette conférence inaugurale que j'évoquais au tout début de cette introduction, mais je fais juste un très court rappel historique pour vous aider un tout petit peu à situer le street art dans le temps. C'est extrêmement rapide. Vous vous rappelez que depuis que les hommes sont les hommes, grosso modo, ils sont la plupart du temps animés d'un désir d'expression, et dès que les hommes se sont organisés, dès que les hommes se sont rassemblés, on voit bien que tout de suite, la rue devient l'espace au sein duquel vont se développer un certain nombre de signes qu'on appellera bientôt les graffitis, qui sont des signes la plupart du temps anonymes, mais aussi la plupart du temps contestataires. L'origine du street art, si on essaie de remonter dans le temps, elle est liée au graffiti. Bon, alors ces signes, ces traces d'humanité que l'on peut voir se développer dans l'espace. Je vous en ai mis là trois exemples. Vous voyez que ça nous ramène à des temps assez anciens, notamment à l'Égypte ou même l'Italie de la Renaissance. Mais ce qui est intéressant dans l'évolution du graffiti, c'est cette espèce de bascule qui s'opère à partir des années 70, lorsque dans le contexte américain, dans un premier temps, on voit qu'un désir
désir d'expression s'affirme de manière très puissante. Alors c'est lié à un facteur démographique, hein, tout simplement, puisque à partir des années 70 arrive une génération qui, ah, excusez-moi, qui est celle de l'après-guerre, et du coup on a un dynamisme démographique particulièrement intéressant, qui est à peu près comparable d'ailleurs à celui qu'on observe dans les années 20. Après la Seconde Guerre mondiale, une génération de jeunes gens entrent dans leur maturité, vont avoir besoin de s'exprimer. Dans les années 70, aux États-Unis, elles sont marquées par ça. Elles sont marquées par le désir d'affirmation d'un certain nombre de communautés qui constituent l'espace urbain. Et puis, elles sont bien évidemment marquées, les années 70, par l'émergence d'une culture proprement urbaine, qui sera celle du hip-hop, à l'intérieur de laquelle vont se croiser des expressions artistiques diverses et variées, comme la danse, bien évidemment, la musique, mais aussi l'art graphique par la médiation du graffiti, par la médiation du tag. Je vous ai mis juste une œuvre que je vous avais montrée lors de la première conférence, si vous vous en souvenez, l'un des pionniers du street art, qui est complètement méconnu, hein, on ne sait pas très bien qui est ce monsieur, enfin, on sait que c'est un homme, qu'il est sans doute originaire de Washington, c'est Takis en 83, qui a été l'un des premiers à s'exprimer dans New York, a laissé la trace de son passage sous forme de signature. Alors, parmi les membres historiques, parmi les pionniers de cette première génération d'acteurs urbains que l'on va bientôt reconnaître au rang de street artistes, à partir des années 70 et 80. Il y en a certains que vous connaissez, c'est notamment Jean-Michel Basquiat, un artiste, un créateur à la carrière pour le moins fulgurante, et qui a été assez rapidement happé par la scène artistique contemporaine classique telle qu'elle se déploie à l'époque. Il gravite notamment dans l'entourage d'Andy Warhol, et on le voit passer assez rapidement, après des débuts qui sont liés à l'univers de la rue, on le voit donc développer sa créativité, on le voit développer son art dans le champ de la création contemporaine. Alors ce qui est intéressant, c'est que les œuvres qu'il réalise dans ce nouveau cadre sont totalement imprégnées par l'identité du street art qu'il a développé dans les rues de New York. Autre acteur historique du street art, c'est bien évidemment Keith Haring. Là non plus, je ne développe pas sur cet artiste et sur cette figure que vous connaissez, j'imagine, mais qui a lui aussi démarré dans la rue avant d'investir la scène, pourrait-on dire, plus classique, qui est à l'époque celle de l'art contemporain, et le style qu'il développe dans la rue, qu'il identifie en travaillant sur les murs du métro, notamment à New York, eh bien, va nourrir complètement, sur un plan identitaire, sur un plan stylistique, les œuvres qu'il réalisera jusqu'à la fin de sa carrière. Et qui sont elles-mêmes totalement, donc, d'un point de vue formel, nourries, inspirées par cette esthétique de l'urgence qui est celle du street art, qui, je vous le rappelle, dans les années 70, est encore une pratique totalement illégale. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette génération des pionniers, on voit succéder une autre génération qui est marquée par un certain nombre de figures qui sont aujourd'hui absolument incontournables, non pas simplement dans le champ du street art, mais d'abord et avant tout sur la scène culturelle globale. Ça, c'est un phénomène tout à fait unique, enfin en tout cas une évolution assez intéressante. Vous connaissez ces grands acteurs du street art aussi bien que moi. Juste pour vous donner quelques repères, JR, alors vous voyez qu'il est né en 83, tout jeune acteur, qui s'est imposé assez rapidement comme une figure, encore une fois, totalement incontournable aujourd'hui de la scène culturelle elle-même, de par bien évidemment la monumentalité d'un certain nombre de ses projets. Vous vous souvenez qu'il avait ambitionné de faire disparaître la pyramide du Louvre, entre autres.
et que ces projets se développent un peu partout à l'échelle de la planète, j'y reviendrai. Un autre acteur incontournable aujourd'hui, c'est bien évidemment Banksy, dont vous connaissez les œuvres qui s'imposent toutes aujourd'hui à l'inconscient collectif. Alors encore une fois, comment ces jeunes gens arrivent à s'imposer, et j'insiste parce que c'est une donnée importante, non pas simplement sur la scène du street art, qui est vaste et multiple et diverse, mais s'impose à l'intégralité du monde culturel contemporain, qui est le nôtre aujourd'hui, et bien par de multiples facteurs, en bénéficiant d'un certain nombre de facteurs qui favorisent leur émergence et qui favorisent tout à fait la manière dont ils s'imposent. Alors, cette starification, elle est liée dans un premier temps à une certaine sanctuarisation des lieux qui sont liés au street art, à une certaine spécialisation des sites. Vous avez aujourd'hui un peu partout sur la planète, je ne peux absolument pas tous vous les montrer, on a opéré une sélection qui est à la fois large et en même temps qui ne se veut pas exhaustive. Mais on a un lieu incontournable aujourd'hui, c'est le Houston Street Wall à New York, un lieu qui est tout à fait incontournable, sur lequel un mur, c'est juste un mur, hein, sur lequel depuis 2008, une société immobilière qui en est propriétaire invite un certain nombre de street artistes à intervenir. Attirer, si vous voulez, le regard du public new-yorkais sur le travail des street artistes. Ça passe par des dispositifs, par des sites, encore une fois. Là, vous voyez qu'on a affaire à un dispositif quasi muséal, c'est en plein air, mais c'est quasi muséal. Vous voyez qu'on a des petites lumières au-dessus du mur qui, comme on le fait dans les musées avec ces lumières qui éclairent les tableaux ou dans les collections privées, et bien là, on attire l'attention des New-Yorkais sur cet espace. Espace mythique, pourquoi? À l'origine, Chris Haring, justement, avait réalisé une œuvre de manière tout à fait illégale sur ce mur. Et en 2008, lorsqu'on a choisi de réactiver, si vous voulez, cet espace et de le redonner aux street artistes, eh bien, on a inauguré ce mur, sa renaissance, en reformant, en reformulant la fresque que Keith Haring y avait réalisée. Pour les Américains, il y a une photographe qui est extrêmement importante, qui a documenté tous les grands graffitis qui se sont déployés à New York depuis les années 70-80. C'est Martha Cooper, qui est à l'origine d'un livre, Subway Art, qui est véritablement la Bible absolue pour tous les Américains et pour tous les street artistes, du street art lui-même. Parmi les lieux mythiques, les sites sanctuarisés dans l'inconscient collectif, en tout cas, vous avez par exemple en France le terrain vague de Stalingrad. Pendant 4 ans, entre 85 et 89, ce terrain-là a été une espèce de Harlem à la française, si vous voulez, où l'ensemble des jeunes acteurs du street art qui commençaient en France à l'époque à s'imposer ont pu travailler pendant plusieurs années. Alors c'est un site qui a disparu, mais qui est pour le coup, lui, totalement sanctuarisé dans l'inconscient collectif. Un site, là aussi, qui était sur le versant illégal de la pratique du street art. Autre site des pratiques liées au graffiti et au street art, en France, les magasins généraux qui ont été pendant très longtemps, avant de devenir le siège de l'agence publicitaire BETC en 2016, les magasins généraux à Pantin, ça a été en France, en Île-de-France en tout cas, une espèce de cathédrale du street art tel qu'on le pensait
à Paris. Au-delà de ces sites sanctuarisés français, on en trouve bien évidemment, et américains, on en trouve bien évidemment partout dans le monde. Si vous avez l'occasion d'aller à Berlin, arrêtez-vous au Wall Museum, qui depuis 2016 en fait conserve justement la mémoire de l'ensemble des graffitis qui ont été développés et qui se sont déployés sur le mur de Berlin lui-même. Un site qui est sanctuarisé depuis quelques années seulement, mais qui s'impose comme une espèce de, j'ai envie de dire, de passage incontournable pour tous les street artistes, c'est le mur de séparation qui divise, qui sépare le territoire israélien et palestinien. Je vous en montre juste un détail avec ce que Gier y a réalisé à Bethléem, passage obligé que ce mur sur lequel on retrouve les œuvres de toutes les grandes figures du street artist. Alors la particularité de ce mur aussi, c'est que cohabitent à la fois des œuvres d'artistes totalement reconnus, des stars du street art, et en même temps encore quelque chose d'extrêmement populaire, des peintures réalisées par de complets inconnus. Il y a une espèce de cohabitation sur ce support absolument monumental et qui, d'un point de vue évidemment politique, est particulièrement puissant et symboliquement fort. À New York, Harlem, vous avez encore deux sites. Un est au nord d'Harlem, l'autre au sud. Deux sites extrêmement importants pour les New-Yorkais. Cracky's Rack, Keith Haring, cette toute petite fresque réalisée sur un fond orange, et le Hall of Fame. Deux sites donc qui sont incontournables pour tous les amateurs de street art, pour tous les street artistes eux-mêmes à New York. À New York toujours, je vous en avais montré quelques images lors de la première conférence, un site éminemment sanctuarisé, c'est le Five Points dans le Queen, un bâtiment sur lequel, alors ce sont des anciens entrepôts, mais un bâtiment sur lequel les street artistes ont tous rivalisé, ont tous essayé d'imposer leur style graphique en recouvrant la façade de tags à l'époque. Et il y avait un enjeu, c'était toujours à celui qui allait réussir à taguer le plus haut sur la façade du bâtiment. Ça, c'est un lieu mythique, encore une fois, dans l'histoire du street art. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis 2013, les tags réalisés de manière illégale sur ce site privé ont été blanchis, ont tous été effacés. Et alors là, c'est assez récent parce que on est au cœur d'un problème spécifiquement lié au street art. On a affaire à un lieu qui est totalement, dans lequel la pratique du street art est totalement illégale, bien évidemment, dans les années 70-80, au moment où les street artistes l'investissent, mais cet espace illégal a été rattrapé par la légalité, c'est-à-dire que les propriétaires ont été obligés de verser aux street artistes la modique somme de 6,7 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir effacé les œuvres, en fait, sur le bâtiment. Donc, le street art, c'est ce qui fait toute sa spécificité, il est toujours dans un antre, il est toujours à l'endroit d'une rencontre entre le légal et l'illégal, le pérenne et l'éphémère, etc., etc. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la fécondité de ce secteur qui marque profondément le monde culturel, puisqu'il en repousse les limites. Alors les sites sanctuarisés, il y en a plein. Certains d'entre vous sont peut-être connus, je pense à la tour Paris 13, dans le 13e arrondissement notamment, qui a été investie, alors là de manière légale, autorisée par les pouvoirs publics, la mairie du 13e arrondissement parisien notamment, qui a été investie par les street artistes. Tous les appartements de cet immeuble ont été donc tagués, peints avant la destruction de l'immeuble lui-même. On est en 2013, ça participe aussi de la manière dont l'institution commence progressivement à l'époque à reconnaître
cette forme d'expression artistique. Autre site incontournable qui nous ramène aux États-Unis, c'est Wynwood, le quartier de Wynwood à Miami, qui est pensé aujourd'hui comme une espèce de musée à ciel ouvert du street art. On y invite régulièrement, et notamment lors de la foire d'Art Basel, on y invite régulièrement un certain nombre de street artistes qui viennent réaliser des œuvres monumentales. Alors là, on a affaire à un espace tout à fait singulier, puisque le quartier de Wynwood, en soi, était avant qu'un projet lié au street art s'y développe, était un quartier tagué, où le street art était présent, mais de manière totalement illégale. Là, la légalité s'y déploie maintenant dans ce quartier qui était jusque-là abandonné. C'est aussi l'idée que le street art, dans sa dynamique, dans son énergie, peut revitaliser un certain nombre de territoires. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, au-delà de ces sites qui sont sanctuarisés, qui participent d'une mémoire collective, qui sont tous dans l'inconscient collectif aujourd'hui, c'est qu'on voit se développer depuis quelques années un intérêt grandissant des institutions muséales, entre guillemets, dites classiques, tournées soit vers l'art ancien, mais plus généralement vers la création contemporaine. Je pense à la Tate, notamment, qui en 2008 a monté l'une des grandes expositions qui a fait date et qui a été consacrée au street art. Alors la Tate n'est pas la seule, hein. Le Museum City de New York aussi a présenté en 2013 la collection d'œuvres street art d'un street artiste, je vous en reparlerai un peu plus tard, Martine Wong. En France, notamment la Fondation Cartier, mais aussi la Fondation EDF, se sont évidemment intéressés au sujet et ont produit un certain nombre d'expositions revenant sur des points spécifiques liés au street art et ayant pour volonté, pour projet d'expliquer et de rendre sensible cette énergie de la rue. Vous avez le MoCA à Los Angeles qui a lui aussi consacré un événement important en 2011 à la question et à la création des street artistes. Une exposition intéressante d'ailleurs puisqu'elle a été en partie montée par Jeffrey Detch qui est un des grands marchands américains, un grand collectionneur et qui consacre l'essentiel de son travail au street art. Autre phénomène qui témoigne de l'intérêt des institutions muséales classiques pour les street artistes, c'est par exemple quand les œuvres de Shepard Fairey ou Obey entrent dans les grandes collections, celles du Smithsonian Institute par exemple, ou du MoMA à New York. Des achats finalement qui entrent dans des collections pérennes. Parfois, ce sont les street artistes qui s'installent eux-mêmes dans les collections dites classiques de nos institutions muséales. C'est le cas de Banksy. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette toute petite œuvre qu'il a glissée dans les collections du British Museum et que le British Museum a lui-même conservé à la fin quand elle s'est aperçue que l'artiste avait glissé une œuvre dans ses collections. Autre lieu important qui témoigne de l'intérêt de l'institution pour les street artistes, c'est le Lascaux Project qui depuis 2012 se développe au Palais de Tokyo, une institution essentiellement dédiée à la création contemporaine à Paris, et qui accueille donc dans les corridors de ces souterrains un certain nombre de street artistes auxquels elle propose de travailler sur ces espaces et notamment sur ces murs. À l'intérêt des institutions muséales pour les street artistes s'ajoute encore une fois depuis quelques années le développement d'un certain nombre de musées cette fois-ci, mais qui sont intégralement dédiés
à la création qui est celle du street art. Une nouvelle fois, ma liste ne prétend pas du tout être exhaustive, mais j'attire votre attention sur un certain nombre d'entre eux qui sont à la fois les plus dynamiques et qui commencent véritablement à s'imposer comme des institutions incontournables aujourd'hui. C'est dans un premier temps City Lore, bien évidemment à New York, qui est une espèce de rendez-vous incontournable de tous les amateurs. À Paris, une péniche que certains d'entre vous connaissent peut-être, Fluctuart, un centre d'art urbain dans lequel des expositions sont montrées et dans lesquelles on peut découvrir un certain nombre de jeunes créateurs. C'est un espace assez nouveau, qui n'est pas très grand, mais qui s'impose tout doucement dans le paysage parisien. À Bruxelles, vous avez un site qui commence à faire parler de lui, Strokar, depuis 2018, un vaste espace qui permet d'accueillir chaque année énormément de street artistes auxquels on confie, enfin auxquels on propose de travailler sur un certain nombre de murs et de développer leurs projets. Alors les formes de ces institutions, elles varient, hein, elles ont parfois l'apparence de galeries, on l'a vu, d'institutions plus classiques, plus muséales, et puis parfois elles sont liées aussi à l'identité patrimoniale de certains territoires. C'est le cas du MOSA, le musée des arts urbains et du street art en France, dans le nord-est de la France, où régulièrement on invite aussi un certain nombre d'artistes à venir travailler et présenter leurs œuvres. Un site qui a été totalement éphémère, qui est somme toute assez drôle et provoquant, qui reprenait un peu l'esthétique qui est celle de Disneyland, mais dans une version un peu plus angoissante, pourrait-on dire, mais pas dénuée d'humour pour le moins, et que l'on doit à Banksy en 2015, une espèce de parc d'attractions comme ça, dans une station balnéaire, qui a été ouvert au public et qui, là aussi, permettait de découvrir un certain nombre de travaux. Donc un événement, si vous voulez, dans l'actualité du street art. En France, vous avez des lieux tout à fait spécifiques. C'est le cas d'Art 42, dont je vous reparlerai peut-être un peu tout à l'heure aussi. Art 42, c'est à la fois une espèce d'école de création tournée vers le management culturel, mais totalement tournée vers le street art, notamment parce que son créateur, je vous en reparlerai, Nicolas Lasserre, Luguero Lasserre, est un grand collectionneur de street art. C'est un espace qui se pense presque comme un espace muséal, hein, où on peut découvrir régulièrement un certain nombre de travaux tout à fait innovants et dans des espaces qui accueillent régulièrement de très jeunes créateurs. En Auvergne, alors chose inattendue, vous avez le Street Art City qui depuis 2016 est une espèce d'ensemble de complexe immobilier à l'intérieur duquel les street artistes sont invités à venir travailler. C'est un site dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui accueille énormément de street artistes depuis 4 ans maintenant, et un site qui s'impose de manière, là aussi, tout à fait intéressante. Vous voyez que le street art, comme à Miami Beach, encore une fois, le street art participe à la redynamisation, tout en s'institutionnalisant, à la redynamisation d'un certain nombre de territoires. Enfin, je termine par le quartier de Bushwick à New York, un quartier qui pendant très longtemps a vu se développer de manière illégale le street art. Le quartier est en train d'être récupéré par des investisseurs immobiliers qui transforment tous les anciens entrepôts en lofts plus ou moins luxueux. Le parti pris des promoteurs immobiliers est de conserver bien évidemment la mémoire de tous ces graffitis et de proposer d'autres
d'autres espaces de création aux street artistes. Le quartier lui-même, ce bloc new-yorkais, s'impose donc aujourd'hui comme une espèce de carrefour, comme une espèce de musée à ciel ouvert. Et là, encore une fois, le street art, dans ses origines illégales, rencontre un espace d'égalité. Et encore une fois, ce rapport dual, l'égalité, contribue à la fécondité qui est celle du street art aujourd'hui. À Bushwick, vous avez même un festival qui est tout à fait intéressant parce qu'il mobilise énormément de monde, mais surtout, il croise les différentes formes d'expression artistique liées à la culture hip-hop, que ce soit la musique, la danse et l'art graphique tel que le pratiquent les street artistes. Donc, sanctuarisation des lieux et puis progressivement émergence d'un certain nombre de lieux essentiellement dédiés au street art. Voilà un facteur qui participe progressivement à la starification, notamment d'un certain nombre d'acteurs du milieu. Le deuxième enjeu très fort, c'est véritablement la question de la communication. Les grands street artistes, j'ai presque envie de dire comme les grands artistes de la scène contemporaine, sont, je pense à Jeff Koons notamment, sont d'excellents communicants. Il ne faut jamais perdre de vue cette question et ils sont à même d'exploiter absolument tous les ressorts des outils dont on dispose aujourd'hui et notamment ce sont des champions des réseaux sociaux. Alors encore une fois, cette starification des street artistes qui passe par une communication tout à fait innovante. Elle passe aussi par une reconnaissance par l'institution de ces différents acteurs. Juste une question tout à fait, un événement tout à fait symptomatique. 2015, John Wan, grande figure du street art, reçoit la Légion d'honneur. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que bien évidemment, une partie des street artistes ont regardé cet événement-là en se disant mais c'est un non-sens. Et puis on s'aperçoit qu'il y a une partie de la communauté des street artistes qui, eux, disent mais pourquoi pas ? C'est possible. Ce débat-là, il s'est joué à la fin du 19e siècle, au début du 20e, au moment où les impressionnistes, par exemple, qui faisaient partie d'une branche contestataire de la création, ont progressivement, eux aussi, été reconnus. Donc, ce n'est pas un débat qui est totalement nouveau dans le champ de l'histoire de l'art, mais en tout cas, il commence, depuis quelques années, à se jouer, et cette reconnaissance des street artistes, cette starification, elle passe aussi par une reconnaissance que les pouvoirs publics leur allouent. La Légion d'honneur de John Wan en est un assez bon exemple. Cette reconnaissance de l'institution, toujours appliquée à John Wan, 2015, grande année pour lui, elle passe par l'entrée d'œuvres street art dans des bâtiments totalement patrimoniaux liés à l'institution, comme par exemple l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, vous avez encore aujourd'hui une œuvre qui est une œuvre pérenne de John Wan, qui est totalement inspirée d'un tableau mythique que vous connaissez sans doute, La liberté guidant le peuple de Lacroix, que vous reconnaissez sans doute ici. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir comment, effectivement, encore une fois, la starification passe par une reconnaissance du pouvoir public et comment, derrière, les street artistes eux-mêmes exploitent cette reconnaissance-là sur les différents réseaux de communication. On voit se développer également, dans ce mouvement de starification, un certain nombre de prix, de concours, de récompenses qui viennent célébrer la créativité des street artistes. Je vous en mets juste un parce qu'il est lié à l'actualité. Se joue en ce moment, se met en place la 4e édition du prix du graffiti et du street art en France. Ces prix se développent absolument partout et ils participent aussi à la reconnaissance du street art. La singularité en termes de communication des street artistes, c'est la manière dont ils utilisent les réseaux sociaux. Alors, il y a deux tendances, comme toujours. C'est toujours blanc ou noir, on est pour ou on est contre chez les street artistes. En tout cas, c'est un terrain d'opposition qui est justement extrêmement fécond. On a une partie des street artistes comme Above qui sont
dans une approche totalement critique des réseaux sociaux, qui dénonce notamment l'addiction qu'ils développent chez nous, mais d'autres street artistes utilisent bien évidemment les réseaux sociaux pour communiquer sur l'évolution de leur œuvre, presque parfois quotidiennement. Le réseau social du street art, c'est véritablement Instagram, sur lesquels on voit fleurir au jour le jour, partout sur la planète, des œuvres comme ça, on les voit apparaître. Vous avez aussi un certain nombre d'influenceurs qui pèsent en fait sur la lecture que le grand public peut faire aussi de la création du street art. L'exploitation des réseaux sociaux, elle est absolument déterminante aujourd'hui pour un acteur comme JR, par exemple, et notamment quand, ou Banksy, notamment quand ces street artistes qui ont un sens de la communication extrêmement développé, créent le buzz, le créent à dessein. Je pense à Banksy notamment, vous avez peut-être entendu parler du fait que cette année, Banksy a financé un bateau qui a pour ambition de porter secours aux réfugiés qui tentent de traverser la Méditerranée. En fait, Banksy, en 2019, est entré en contact avec Pia Klemp, et lui a proposé donc de financer et de collaborer avec elle. Elle fait partie d'une ONG particulièrement engagée justement sur la question des migrants. Et donc immédiatement, bien sûr, Banksy, qui a, vous le voyez, customisé, entre guillemets, le bateau lui-même. Il y a notamment déployé une petite fille que l'on retrouve régulièrement dans son œuvre, une petite fille au pochoir, avec un gilet de sauvetage en forme de cœur. La communication, encore une fois, les outils de communication, les réseaux sociaux, le buzz, tout ça participe bien évidemment, comme jamais, à la starification des principaux acteurs du street art. Une autre donnée éminemment importante quand on parle de cette starification du street art, c'est de ne jamais perdre de vue, je vous en avais un tout petit peu parlé dans le cadre de la première conférence, de ne jamais perdre de vue que le street art, c'est un phénomène inédit dans l'histoire du monde et de la culture humaine, pour la simple et bonne raison que c'est un phénomène culturel mondial. Ça, c'est une première. Et l'ensemble des acteurs qui sont des stars aujourd'hui sur le milieu sont véritablement des nomades qui travaillent absolument partout sur la planète et qui communiquent donc bien évidemment grâce aux médias en permanence sur leur nomadisme et sur les œuvres qu'ils répandent un peu partout sur la planète. Ça, c'est un phénomène qui est totalement inédit dans le champ culturel, puisque jusque-là, les grands créateurs sont toujours attachés soit à une période chronoculturelle dans l'histoire, soit à un territoire. Enfin, le troisième facteur éminemment important dans le cadre de cette reconnaissance des grands acteurs du street artiste, c'est le développement d'un marché et l'apparition, par exemple, d'un certain nombre de grands collectionneurs qui s'intéressent de plus en plus au street art lui-même. Alors, parmi les acteurs de ce marché qui se développe, certains sont plus ou moins historiques. C'est le cas de la galerie Magda Danis, que vous connaissez peut-être, qui étend son territoire en se développant à partir de Paris jusqu'à Shanghai et Londres. Depuis 1991, Magda Danis accompagne véritablement la création urbaine et un certain nombre de grands street artistes. Ce n'est pas pour autant une galerie intégralement dédiée au street art, mais c'est un acteur historique sur le marché du street art qui est éminemment important. L'Urbanspree de Berlin, là aussi, est un site extrêmement important. C'est une galerie, mais qui est aussi, c'est sa particularité, un lieu de résidence qui accueille chaque année un certain nombre d'acteurs du street art qui mettent à disposition des espaces dans lesquels les street artistes peuvent travailler et ensuite exposer leurs œuvres. On voit émerger depuis quelques années un certain nombre, je vous le disais, de collectionneurs qui sont tout à fait passionnés par la question du street art. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme chez les artistes au sens classique, on pense à Picasso ou à Matisse,
qui étaient eux-mêmes collectionneurs, on s'aperçoit qu'un certain nombre de street artistes sont eux aussi des collectionneurs. C'est le cas de Martin Wong, dont je vous parlais tout à l'heure, puisque sa collection avait été montrée au sein d'un musée new-yorkais. Martin Wong, qui a été une des grandes figures, l'un des grands pionniers du street art. Un autre collectionneur, à partir de la collection duquel on a d'ailleurs fondé le MUCA à Munich, un lieu dédié au street art, c'est Christian Hultz. En France, Nicolas Logero-Lasserre est lui aussi, incarne lui aussi une figure de collectionneur qui concentre l'essentiel de ses collections, en tout cas une large partie, sur le street art. À l'apparition des collectionneurs, au développement des galeries qui sont spécifiquement dédiées au street art, on voit également que les salles de vente s'intéressent de plus en plus au street art lui-même. District 13 a été monté à l'initiative de l'Hôtel des Ventes de Drouot à Paris. C'est une espèce de petite foire dans laquelle on expose un certain nombre de street artistes avant de vendre les pièces. Toutes les grandes maisons de vente aux enchères s'intéressent aux street artistes, bien évidemment. Elles créent le buzz. Elles aussi, elles font souffler, si vous voulez, un vent de modernité sur l'activité qui est généralement la leur, que ce soit Agent en France ou Christie's à Londres ou New York. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que cette évolution marchande, entre guillemets, du street art, elle a une conséquence sur les cotes d'un certain nombre de street artistes. Alors, encore une fois, ça crée la dissension au sein du secteur, j'ai envie de dire, pour la bonne et simple raison que certains prônent l'idée qu'une œuvre de street art ne peut pas être considérée comme un bien marchand. D'autres, au contraire, n'ont pas de problème avec ça. Il faut poser aussi la question de la difficulté qui est la leur à travailler, hein, et travailler dans un contexte qui est systématiquement illégal pour un street artiste, c'est quelque chose de quand même assez redoutable, et donc certains préfèrent effectivement développer des liens avec le marché, ce qui leur permet de continuer de manière plus sereine à produire aussi leurs œuvres. Parmi les street artistes dont les cotes s'envolent, Cause, par exemple, alors qui lui est en train de devenir une espèce de champion du marketing et développe par exemple des multiples. Ça, c'est tout à fait intéressant puisque ces œuvres entrent sur le marché et elles s'arrachent à prix d'or. Vous le voyez, 836 000 $ pour chez Philips, vendu chez Philips, pour une toute petite statuette tirée à 10 exemplaires. C'est somme toute assez honorable. Je vous montre aussi cette œuvre de Banksy qui représente le Parlement anglais. On est dans le contexte du Brexit, et Banksy, qui est, lui, sur le versant contestataire du street art, réalise une œuvre qui représente donc le Parlement anglais investi par des singes aux allures de députés ou des députés aux allures de singes, c'est un peu comme vous voulez. Une œuvre qui, vous le voyez, a quand même passé la barre des 11 millions d'euros lorsqu'elle a été vendue l'année dernière. Alors c'est un format sur toile qui est assez monumental, hein, puisque je crois qu'on passe les 4 mètres de large. Mais vous voyez que les cotes, par moment, s'envolent, et le nombre de lots qui chaque année s'échangent sur le marché du street art grandit. Alors les positions, encore une fois, à l'endroit du marché sont toujours différentes. Certains sont pour, d'autres sont contre. Banksy se distingue justement en s'opposant au fait que ces œuvres ne doivent pas devenir des biens marchands. Vous vous rappelez sans doute le génie avec lequel il avait, ou l'habileté avec laquelle il avait créé le buzz, justement, en partie sur les réseaux sociaux, en 2018, avec, lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's, la destruction immédiate, après le dernier coup de marteau, de l'œuvre elle-même. Donc, ce qui est tout à fait intéressant à l'endroit du street art, c'est qu'on assiste effectivement depuis, disons, grosso modo, une quinzaine d'années, à une espèce de starification d'un certain nombre d'acteurs, que cette starification, elle est
intrinsèquement lié, je vous le disais, à l'évolution de la scène du street art qui est de plus en plus reconnue, même si la reconnaissance par les institutions publiques est parfois encore flottante et parfois encore timide, mais on voit que petit à petit, brique après brique, les choses se mettent en place. Et ce qui est tout à fait singulier et intéressant, encore une fois, c'est que le street art repousse absolument toutes les limites, toutes les conventions qui jusque-là dominaient le monde de l'art. Et c'est la force disruptive, en fait, du street art lui-même qui est en train de remettre en cause à la fois ce qu'est ou ce qu'était jusque-là communément le statut de l'artiste, ce qu'était jusque-là communément le statut d'un objet d'art, et ce qu'était jusque-là communément le statut du spectateur lui-même. Le champ de la création contemporaine est totalement marqué par cette évolution depuis une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, et l'une des conséquences de cette évolution, c'est l'affirmation, encore une fois, d'un certain nombre d'acteurs. Ces acteurs du street art, qui, je vous le disais, s'imposent comme des stars culturelles, on en retrouve la trace dans le monde économique, dans le monde de la mode, dans des champs divers et variés. Je voulais juste vous montrer par exemple ce que la Caisse d'épargne, comment la Caisse d'épargne a mobilisé en fait 3 street artistes, Stool, Darko et John Wan, pour relooker, si vous voulez, leur identité de marque, pour faire encore une fois souffler un vent de modernité sur leur institution bancaire, la Caisse d'épargne. Encore une fois, il est question de se moderniser, entre guillemets, et donc on s'approprie le style que développent les street artistes pour témoigner de sa vigueur. Le monde du luxe, après les institutions bancaires, le monde du luxe s'approprie régulièrement le travail des street artistes et développe un certain nombre de collaborations. John Wan, notamment, a longtemps plusieurs reprises travaillé avec Guerlain en relookant le flacon historique patrimonial de la maison, le flacon aux abeilles. Le monde des transports, par exemple, s'intéresse lui aussi à ce dynamisme. Donc cette starification aussi, elle attire de plus en plus les secteurs de l'économie vers le travail des street artistes, et en retour, bien évidemment, ça participe encore une fois à leur starification. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que depuis quelques années aussi, cette starification, elle se joue par le développement des grandes commandes publiques. 2014, JR fait entrer au Panthéon, alors le geste est fort, bien évidemment, fait entrer au Panthéon dans un dispositif absolument monumental qui va du sol jusqu'au parvis, en passant par la coupole du bâtiment, fait entrer à l'intérieur du bâtiment 4000 visages, un acte fort, puisque les hommes et les femmes anonymes, inconnus, deviennent d'un seul coup les héros de la nation. Et le développement, le déploiement des commandes publiques, il témoigne là aussi de cette starification et de l'intérêt finalement des institutions culturelles classiques pour les street artistes. Ce qui est tout à fait singulier au territoire français, on l'a vu un tout petit peu avec le Panthéon, et je vais terminer par ça, pour qu'on ait le temps de répondre peut-être à quelques questions, c'est qu'en France, on a le sentiment que les grandes institutions, je pense à Beaubourg par exemple, le Musée d'Art moderne, etc., sont encore assez timorés dans leur rapport avec le street artist. Par contre, le patrimoine, lui, s'y intéresse particulièrement. Alors c'est intéressant parce que là encore une fois on se retrouve dans une espèce de dualité. Le patrimoine c'est le passé, le street art c'est la création au présent. Eh bien le street art, le patrimoine français, pardon, joue, et le Panthéon en témoignait, joue complètement sur cette énergie vitale qui est celle du street art pour redynamiser sa propre
image. Vous savez que le patrimoine en France, c'est à lui seul une institution, mais c'est une institution qui est d'abord et avant tout tournée vers le passé. Ça, c'est une spécificité peut-être tout à fait française par laquelle je tenais à terminer, à attirer votre attention. En tout cas, rappelez-vous bien que, encore une fois, cette starification des artistes, elle est liée à des facteurs d'ordre différents. J'en ai beaucoup parlé. Je vous ai donné au moins 3 pistes là, intellectuelles, 3 pistes conceptuelles. Mais la singularité, encore une fois, de ce territoire qui est celui du street art, c'est le jeu des contrastes, le jeu des ambivalences, le jeu des oppositions qui sont parfois violentes entre les street artistes eux-mêmes, entre les différentes figures du street art elles-mêmes. Autant John Wan, par exemple, est un acteur identifiable, on en connaît le visage, autant Banksy a réussi le tour de force de devenir une espèce de star tout en n'ayant pas de visage. Et ce jeu des oppositions, eh bien, ce jeu des contrastes, il est en train de faire bouger, et c'est toute sa force disruptive, il est en train de faire bouger la scène culturelle dans son ensemble. Il impacte le champ de la création contemporaine classique, pourrait-on dire, des arts plastiques tels qu'on les connaissait généralement, mais il impacte profondément la scène culturelle globale. Et il y a de fortes chances que dans cette évolution, ces stars que l'on voit émerger un peu partout annoncent peut-être ce que seront les grands artistes de demain, ce que demain on reconnaîtra au rang d'artistes, seront peut-être moins des Jeff Koons que des Banksy ou des JR. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour avoir juste le temps de répondre à quelques questions. Voilà Florence qui revient. Voilà, merci beaucoup en tout cas Jérôme pour cette brillante et très enrichissante présentation. On se surprend même à rêver un jour de voir les murs de Sopra Banking recouverts d'œuvres de street artistes et devenir des lieux sanctuarisés peut-être. En tout cas, il y a quelques questions qui vous ont été posées pendant votre intervention. Si vous voulez prendre connaissance de certaines d'entre elles, Oui. il vous reste peut-être quelques minutes si vous voulez bien pour y répondre. On ne pourra pas répondre à toutes les questions. Merci en tout cas à tous pour votre participation. Et voilà, Jérôme, je vous laisse privilégier les questions les plus peut-être faciles pour pouvoir répondre. Il y en a quelques-unes, effectivement, je ne pourrais peut-être pas répondre à tout. Quelqu'un voulait savoir si Ernest Pignot-Ernest peut être considéré comme un street artiste. Oui, on peut même le considérer comme un acteur historique du street art. Et en tout cas, il fait intrinsèquement partie, bien évidemment, de cette histoire-là. Alors, quelqu'un vient de poser la question de la part du street art dans le marché de l'art. C'est une toute petite part. Le marché de l'art, d'ailleurs, est en lui-même un tout petit marché. Tout un peu assez spécifique, j'entre pas dans ces spécificités, mais effectivement, on est en train de s'apercevoir que si la part des œuvres street art est encore petite sur le marché de l'art global, le nombre de lots qui font référence au street art, lui, augmente. Cause, par exemple, en 2019, dont je vous parlais tout à l'heure, a vendu plus de lots qu'un artiste comme Basquiat. Alors vous allez me dire que l'œuvre de Basquiat, elle est fermée, c'est-à-dire que l'artiste est mort, elle est limitée, et donc il y a un nombre d'œuvres limitées aussi sur le marché. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est assez intéressant de l'observer, le nombre des œuvres échangées augmente. Et ça, c'est un élément à suivre, en fait, qui est tout à fait spécifique d'une évolution récente du marché. Après, il y a, comme sur le marché de l'art classique, il ne faut jamais perdre de vue que vous avez un certain nombre d'acteurs qui tiennent le haut du panier dans le marché, sur le marché. Je vous ai montré une œuvre de Banksy qui s'est vendue à 11 millions d'euros. Bon, vous avez quelques stars comme ça qui tiennent
qui tiennent le marché avec des prix absolument étonnants, mais on s'aperçoit communément que la cote des street artistes, elle est assez stable, j'ai envie de dire, et elle est à la hausse régulièrement pour l'instant. Quelqu'un me posait la question de l'œuvre de Banksy sur le Parlement anglais. Oui, c'est une peinture. C'est une peinture et pas une photo. J'ai déjà répondu à la question, me précise-t-on, donc c'est parfait. Si. Alors oui, Five Points à New York, vous vous rappelez ce bâtiment, cet entrepôt assez haut, sur les murs duquel les taggers historiques, j'ai envie de dire, des années 70, avaient rivalisé quant à mettre sa signature le plus haut. En fait, ça n'a pas été sanctuarisé pour des questions de droit, mais comme Stalingrad, ça fait véritablement partie d'un site. C'est un site qui est totalement sanctuarisé dans les inconscients collectifs. À New York, tous les amateurs de street artistes connaissent bien évidemment cet endroit qui est d'abord absolument étonnant et qui est partiellement toujours couvert de graphes, en fait. Est-ce que les collectionneurs de street art, puis je vais peut-être m'arrêter là, je ne sais pas si j'ai vraiment le temps, est-ce que les collectionneurs de street art et les street artistes font bon ménage? Et ben encore une fois, ce sont des relations qui sont toujours spécifiques, qui sont toujours redessinées. Un certain nombre de street artistes ne veulent pas voir entrer leurs œuvres dans des collections, quelles qu'elles soient, publiques ou privées. C'est incompatible avec les valeurs qui sont celles du street art selon eux. D'autres, au contraire, entretiennent avec leurs collectionneurs, mais comme j'ai envie de dire, tous les grands artistes contemporains, vous savez que les collectionneurs sont très importants aujourd'hui, tout simplement parce qu'il leur arrive de financer le travail et la réalisation des œuvres des artistes. Eh bien, chez les street artistes, c'est pareil. Vous avez effectivement une économie de relations qui est toujours différente, qui est toujours spécifique, qui fait la fécondité du secteur. Certains street artistes ont des rapports assez forts avec les collectionneurs, qui les suivent et qui gardent, en l'occurrence, la mémoire de leur évolution à travers leurs œuvres. Est-ce qu'on prend une dernière question? Est-ce qu'on a le temps? Alors, une toute petite, une dernière. Il y avait une question peut-être sur Lisbonne. Les empreintes. Voilà, quelqu'un remarque qu'en visitant Lisbonne, il a découvert une ville très empreinte par le street art. En fait, toutes les grandes métropoles sont impactées par le phénomène street art, bien évidemment. Ce qui est assez intéressant, je vous en avais parlé lors de la première conférence en évoquant l'exemple d'Athènes, plus les questions sociales, politiques sont brûlantes au cœur d'une ville, plus la présence du street art est généralement forte. Dans la crise qu'a traversée la Grèce, par exemple, on a vu que la quasi-intégralité des murs d'Athènes, au moment de la crise, ont été intégralement recouverts de graffitis, de tags et d'œuvres diverses et variées de street artistes, d'ailleurs soit anonymes, soit extrêmement connus. Plus le contexte politique est tendu, plus les street artistes sont là, tout simplement parce que le désir d'expression y est particulièrement fort. Mais Lisbonne, bien évidemment, alors dans des mesures différentes, mais Lisbonne est bien évidemment un site important aujourd'hui. Paris l'est toujours, mais dans une moindre mesure. Certains d'entre vous, si vous vivez à Paris, si vous avez connu le Paris des années 80, certains d'entre vous se souviennent peut-être que Paris, dans les années 80,
c'était l'un des foyers mondiaux. Après New York, c'était le foyer mondial du street art et du métro jusqu'à toutes les palissades qui fermaient les chantiers. Le street art était absolument partout. On voit bien que la mesure a baissé un peu aujourd'hui, comme à New York. Vous savez que quand Giuliani est arrivé, Giuliani je ne veux pas dire qu'il a mis les street artistes dehors, mais il ne leur a pas rendu la vie très simple. Et donc, du coup, l'espace occupé par le street art à New York c'est un tout petit peu réduit, mais en se réduisant, il s'est sanctuarisé, comme à Paris, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure. Et encore une fois, cette sanctuarisation reliée à la puissance des moyens de communication dont on dispose aujourd'hui et alliée au développement d'un marché tout à fait spécifique, participe totalement à la starification d'un certain nombre d'acteurs qui sont sans doute à l'image de ce que seront les créateurs de demain. Voilà, on va clôturer. Merci beaucoup, Jérôme. Encore une fois, je crois que vous avez su, comme toujours, nous intéresser, nous captiver. Merci beaucoup pour cette intervention. On espère vous retrouver prochainement. Et on va... Avec grand plaisir. Bonne fin de journée à tous. Et puis, merci de votre attention. Et je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais ce sera pour une autre fois. C'est qu'il faut une prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.